Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des données statistiques des tests orthopédiques. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. En ostéopathie et dans les thérapies manuelles, bien sûr, on va utiliser des tests dans notre examen clinique. On se base bien sûr sur l'anamnèse, sur les examens quand le patient en a, sur les symptômes que le patient présente, et après bien sûr, on fait les tests. Dans la majorité des cas, ces tests sont faits avec nos mains et font bouger le patient. Ces tests cherchent à provoquer la plupart du temps des douleurs ou des signes cliniques comme des ressauts, des clics, des crépitements, etc. Malheureusement, il peut y avoir des erreurs quand on fait ces tests, en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, en fonction de notre interprétation, comment on interprète un test. Deuxièmement, en fonction de la position de nos mains, est-ce qu'on est plus ou moins bien placé pour faire le test. Et troisièmement, en fonction du patient, de son état, de sa variabilité anatomique, ou s'il est chaud, s'il est froid par rapport à l'élasticité musculaire par exemple. Heureusement, des chercheurs se sont penchés sur le sujet et ont étudié toutes ces variabilités des tests. En gros, en premier, on va parler de la fiabilité. La fiabilité d'un test, c'est quoi? En gros, est-ce qu'on peut se baser sur ce test pour notre examen clinique? Il est à noter qu'il faut différencier la fiabilité entre fiabilité intra-examinateur et inter-examinateur. Concrètement, ça veut dire quoi? On va faire simple, on prend un exemple concret, un test de Lachman pour le genou et l'intégrité du LCA. La fiabilité intra-examinateur, c'est sur un sujet A, qui a un LCA qui est rompu, je vais faire le test de Lachman. Est-ce que j'ai la même probabilité d'obtenir le même résultat quand je fais plusieurs fois le même test sur cette personne-là? Et la fiabilité inter-examinateur, c'est par exemple plusieurs examinateurs. Kevin, moi, est-ce que sur ce même sujet, on fait le test de Lachman? Est-ce qu'on aura tous les deux la même réponse à ce test? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la validité d'un test. Est-ce que lorsqu'on fait un test spécifique, par exemple un Lachman, comme on vient de prendre l'exemple, est-ce que quand on va faire ce test, on va tester la structure qu'on suppose tester? Alors, il y a des études qui ont montré via des IRM, des imageries, que lors de ce test, oui ou non, on va vraiment tester la structure. Pour le test de Lachman, l'IRM est le gold standard. Après, il y a des notions qui sont assez importantes, qu'on appelle la sensibilité d'un test et la spécificité d'un test. Pour faire très simple, retenez un acronyme SENEX et SPEPIN. SENEX, pour la sensibilité, ça veut dire quoi? Quand le test est très sensible, quand il est négatif, vous pouvez exclure la pathologie. Inversement, SPEPIN, quand le test est très spécifique, quand il est positif, vous pouvez inclure la pathologie. Tout simplement, ça va écarter les vrais et les faux positifs comme les vrais et les faux négatifs. Alors, pour la sensibilité et spécificité, dans les études, généralement, on sait quel patient est porteur d'une maladie ou pas, d'une pathologie ou pas. Dans la réalité clinique au cabinet, on ne sait pas par avance s'ils ont ou pas une pathologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a d'autres critères pour les tests qui sont ce qu'on appelle les ratios de vraisemblance. Et là, c'est beaucoup plus applicable à nous en cabinet. Ouais, les ratios de vraisemblance, en fait, ils utilisent un mode de calcul via les résultats de la spécificité et la sensibilité d'un test pour établir des ratios de vraisemblance positifs et négatifs. Ils évaluent le rapport d'avoir un test positif ou négatif selon que le patient soit sain ou malade. Pour résumer, ce qui va nous intéresser dans toutes les vidéos qu'on va vous faire sur les tests orthopédiques, ça va être essentiellement les ratios de vraisemblance. C'est ce qui nous parle le plus à nous en clinique. Les chiffres à retenir sont les suivants. Lorsque vous avez un ratio de vraisemblance positif compris entre 1 et 2 et ou un ratio de vraisemblance négatif compris entre 0,5 et 1, on estime que le test est nul, voire très faible, et qu'il est d'aucune utilité diagnostique. Lorsque le ratio de vraisemblance positif est compris entre 2 et 5 et que le ratio de vraisemblance négatif est compris entre 0,2 et 0,5, on estime que son effet est faible. Alors à ce moment-là, l'apport diagnostique est toujours insuffisant pour le diagnostic, on peut le confirmer avec d'autres tests. Lorsque les ratios de vraisemblance sont compris pour le positif entre 5 et 10 et pour le négatif entre 0,1 et 0,2, il est à ce moment-là modéré comme test, il est nécessaire de le confirmer avec d'autres tests. Enfin, lorsqu'il est supérieur à 10 pour le ratio de vraisemblance positif et inférieur à 0,1 pour le ratio de vraisemblance négatif, on estime que c'est un bon test qui permet de faire un diagnostic avec certitude. Cependant, il faut se rappeler que le ratio de vraisemblance positif et le ratio de vraisemblance négatif sont toujours à prendre séparément. Un test peut avoir un très bon ratio de vraisemblance positif et un ratio de vraisemblance négatif nul. À la suite de cette vidéo, on a décidé de vous faire une série sur les tests orthopédiques dans lesquels on va sélectionner les tests qui nous semblent les plus utiles en pratique pour la vie de tous les jours en cabinet. En effet, si vous regardez ne serait-ce qu'au niveau de l'épaule, il existe à peu près 350 et quelques tests
cliniques orthopédiques pour l'épaule. Vous n'allez jamais tous les apprendre et la plupart ne sont pas fiables. Selon les études, 4% seulement des tests cliniques orthopédiques qui existent sont vraiment utiles dans la pratique quotidienne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.